Le diamant est un cristal bien connu. Il a la maille élémentaire suivante, composée d'atomes de carbone. Il est possible de fabriquer des diamants artificiels en laboratoire ayant des défauts. L'un d'entre eux étant le centre NV, où un atome de carbone est remplacé par un azote et un site voisin sur la maille devient vacant. Ce défaut a alors des propriétés optiques intéressantes qu'il est possible d'utiliser pour transformer le diamant en véritable outil de mesure. On considère le schéma de Lewis correspondant. Chaque carbone apporte un électron, l'azote son doublet non liant, et le réseau un électron. Le système a 6 électrons correspondants et donc le suivant. Il est ici représenté dans son état fondamental. L'absorption d'un photon du visible peut l'emmener vers un état excité. En se désexcitant, on observe l'émission d'un photon rouge, c'est la fluorescence. Il est possible d'écrire l'hamiltonien du système sous cette forme. L'axe du centre NV étant dirigé selon OZ, D étant par ailleurs le tenseur de zero field splitting. Par symétrie du centre NV, dx est égal à dy. En utilisant l'identité de S carré, on fait disparaître Sx et Sy. On réarrange et on obtient l'équation suivante. On simplifie le terme Zeeman en appliquant le produit scalaire. Le premier terme est constant, donc on peut le retirer. Cela modifie simplement l'origine des énergies. On obtient deux termes. Le premier, celui du zero field splitting. Le second, celui de l'effet Zeeman. Puisque le spin vaut 1, le nombre magnétique de spin peut valoir 0, 1 ou moins 1. Cette différence apparaît dans la structure électronique. La première levée de dégénérescence est la séparation H en nul, dit de zero field splitting, entre le niveau 0 et les niveaux plus et moins 1. La seconde est liée à l'effet de Zeeman en présence d'un champ magnétique, et sépare les niveaux plus et moins 1. Maintenant que la levée de dégénérescence est effectuée, nous pouvons regarder la structure électronique globale. Les trois niveaux fondamentaux, 0, plus 1 et moins 1, sont désignés par la nomenclature 3A2. Les états excités pour chaque spin appartiennent au groupe 3E. Il existe également deux niveaux intermédiaires de spin 0 qui seront importants pour la suite. En règle générale, on utilise un laser vert à 532 nanomètres qui permet d'exciter le système. Cette transition de type dipolaire électrique conserve le spin. Une fois que nous sommes dans l'état 0E, il existe deux voies de désexcitation possibles. La première est la désexcitation dipolaire électrique qui fluoresce à 638 nanomètres et qui conserve le spin. La deuxième voie de désexcitation passe par les états intermédiaires. Elle fluoresce dans l'infrarouge et ne conserve pas le spin. Cette voie de désexcitation est cependant très fortement supprimée pour l'état magnétique de spin 0. On pourra donc la négliger pour la suite. Le même principe s'applique pour l'état de spin plus 1. Le laser vert conserve le spin et les deux voies de désexcitation possibles existent à nouveau. Cependant, la voie de désexcitation intermédiaire n'est plus négligeable, elle représente environ 30% des désexcitations. Par symétrie, il en va de même avec l'état moins 1. On obtient donc la structure suivante. On peut se rendre compte qu'il est très facile d'initialiser un centre NV dans l'état 0. En effet, une fois dans l'état 0, le centre NV reste dans l'état 0, alors que dans l'état plus et moins 1, il a une chance non nulle de retomber dans l'état 0. En envoyant un laser vert de manière continue pendant une durée suffisante, on peut donc initialiser le spin dans l'état 0G. On peut également mesurer l'état du système en regardant la fluorescence rouge à 638 nanomètres. En effet, lorsque nous sommes dans l'état plus ou moins 1, à cause de la voie de désexcitation intermédiaire, il y aura moins de photons rouges émis à 638 nanomètres et donc moins de fluorescence à cette longueur d'onde. L'objectif principal de notre manipulation est donc d'observer cette baisse de fluorescence en appliquant un champ radiofréquence permettant de peupler les états plus ou moins 1. Le protocole expérimental est le suivant. Un laser vert à 532 nanomètres est focalisé sur le diamant. La lumière issue de la fluorescence est focalisée sur une photodiode en s'assurant d'avoir sélectionné uniquement le rouge par un filtre interférentiel à 637 nanomètres. On mesure donc une intensité de fluorescence. On ajoute un générateur micro-ondes pour peupler les niveaux plus ou moins 1, ainsi que des bobines pour appliquer un champ magnétique et induire le split Zeeman. Ces bobines nous permettent de choisir l'intensité et la direction du champ magnétique. Pour réaliser cette expérience, nous utilisons le kit de base d'expérimentation quantique de centre NV réalisé par la startup Quantech. Le type de séquence que nous avons effectué est appelé Continuous ODMR, pour Optically Detected Magnetic Resonance. Dans cette séquence, le laser vert à 532 nanomètres est allumé de façon continue, et un balayage en fréquence micro-ondes est effectué. Pour cette séquence et pour une orientation quelconque de champ magnétique, nous obtenons la figure suivante. On peut afficher en rouge et en pointillé le centre du split Zeeman à 2,87 GHz. De part et d'autre du split Zeeman, on observe 4 groupes de pics, qui sont mis à gauche en évidence à l'aide d'encadrés en pointillés. Dans chaque groupe, on observe 3 sous-pics. Ceux-ci sont causés par l'interaction hyper fine entre le spin de l'électron et le spin du noyau de l'atome d'azote, qui a un spin nucléaire 1. Le spin nucléaire de l'atome d'azote peut donc être dans l'état 0, 1 ou moins 1, d'où les 3 pics. Cette interaction hyper fine ne sera pas étudiée dans le cadre de nos manipulations.
Cela reste cependant une piste intéressante à suivre pour un groupe dans le futur. À partir de maintenant, lorsque nous emploierons le terme pic, il s'agira de l'ensemble formé par les 3 pics. À champ magnétique fixé, l'intensité de la fluorescence en fonction de la fréquence micro-ondes donne 8 pics. Les 8 pics correspondent à 8 fréquences pour lesquelles l'intensité de fluorescence s'effondre, alors qu'un centre NV ne devrait en produire que 2, pour les niveaux plus et moins 1. Reprenons la maille de diamant. Elle ne contient pas un seul centre NV, mais une multitude. Tous ces centres peuvent être regroupés en 4 familles de même orientation. Chaque famille voyant donc une même projection du champ magnétique selon leur axe. Comme chaque famille est à l'origine de 2 pics, on s'attend bien à 8 pics en tout au maximum. On peut aussi choisir une orientation perpendiculaire à 2 familles. Elles voient une projection nulle du champ magnétique et produisent donc un unique pic central. On observe alors 5 pics. Il est également possible de choisir une orientation de champ magnétique telle que chaque famille voit une même projection du champ magnétique selon leur axe propre. Ainsi, toutes les paires de pics se superposent. Il s'agit typiquement de l'axe 1,00, 0,10 ou 0,01 qui sont tous équivalents dans le diamant, et qui sont les directions qui transpercent les faces du cube perpendiculairement. Par ailleurs, rappelons-nous que nous avons vu dans la partie théorique que l'écart entre les pics est fonction de la norme du champ magnétique appliqué, c'est le split Zeeman. Plus le champ magnétique est intense, plus les pics seront écartés. On peut alors relier l'écart en fréquence entre les pics à la norme du champ B. L'analyse de l'hamiltonien du système prévoit l'existence d'une relation affine entre l'écart en fréquence et la norme du champ magnétique. En effet, poser la différence entre les positions des 2 pics permet de s'affranchir du terme quadratique en champ magnétique. En relevant les différences de fréquence pour chacun des couples de pics, on peut alors ajuster un modèle affine sur les valeurs expérimentales. La droite que nous obtenons valide ainsi à la fois le modèle affine et la validité du montage expérimental. Pourquoi s'intéresser à la différence des fréquences ? Théoriquement, nous connaissons la position attendue des fréquences de résonance. En étudiant la différence de ces fréquences, des termes se simplifient et il ne reste que le terme linéaire. Il est alors possible d'extraire le facteur de Landé de la valeur de la pente. C'est ce facteur qui permet de quantifier l'effet de Zeeman. Nous obtenons alors un facteur de Landé de 2,03 plus ou moins 0,05, en excellent accord avec le facteur de Landé de l'électron. Gardons en tête qu'ici nous avons une convention positive. En réalité, l'hamiltonien de l'effet de Zeeman ne comporte pas seulement un terme linéaire, il comporte également un terme quadratique. Précédemment dans l'hamiltonien, on ne considérait que la composante parallèle du champ magnétique. Pour le terme quadratique, c'est la composante orthogonale. On peut l'isoler en posant non pas la différence, mais la somme des fréquences des pics. Le terme linéaire prépondérant est donc annulé et on observe clairement la composante quadratique restante. Ces résultats sont conformes au modèle proposé. On peut également utiliser le centre NV pour déterminer le champ magnétique auquel le diamant est soumis. Ici sur ce graphe, on a mis un champ B de 1,6 millitesla avec un angle θ de 67 degrés et un angle φ de 77 degrés. En utilisant ces formules, on peut remonter au champ B0 en négligeant E. On peut le faire car sa valeur est de l'ordre de 100 kHz. Après calcul, on trouve un B0 expérimental de 1,62 millitesla plus ou moins 0,05 millitesla, ce qui est attendu par rapport au champ appliqué de 1,6 millitesla. Pour conclure, le centre NV est un système quantique qui permet de mesurer les champs magnétiques. C'est un système compact, précis et qui fonctionne à température ambiante. D'autres applications sont possibles, comme l'application de portes quantiques ou la mesure de contraintes mécaniques. Pour ces utilisations, il est nécessaire d'avoir un modulateur optoacoustique qui permet de pulser le laser, de sorte qu'il soit possible de faire des séquences particulières, comme une séquence de Rabi, Ramsey ou Haneko.